Rendre leur système énergétique plus résistant. Ces trois objectifs, réparer, connecter, stabiliser, nécessitent un soutien financier important. Globalement, nous estimons que notre soutien au secteur énergétique ukrainien depuis février 2022 s'élève à au moins 2 milliards d'euros. Et il s'agit d'une estimation basse car elle ne prend pas en compte tous les dons en nature. Aujourd'hui, je peux annoncer que nous mettrons à disposition un montant supplémentaire de près de 160 millions d'euros pour cet hiver. Ce montant comprend 60 millions d'euros d'aide humanitaire pour des abris et des chauffages, par exemple, et environ 100 millions d'euros pour les travaux de réparation et les énergies renouvelables. Ces 100 millions d'euros proviennent du produit des avoirs russes immobilisés dans l'Union européenne. Il est en effet normal que la Russie paie pour les destructions qu'elle a causées. Nous savons qu'il faut aller plus loin, c'est pourquoi nous devons continuer à transférer une partie du produit des actifs russes immobilisés vers la résilience énergétique de l'Ukraine. Ce sont des voleurs. Nous l'avons compris depuis longtemps. Auparavant, ils volaient au sens politique du terme, en refusant des accords, en essayant de tromper quelqu'un. Mais maintenant, ils volent au sens littéral, puisqu'ils cherchent des moyens légaux de confisquer les actifs russes, si j'ai bien compris, dans un premier temps de confisquer les bénéfices qu'ils tirent de ces actifs et de les envoyer en Ukraine. Les Européens ont encore quelques signes de respect pour leurs propres lois. C'est pourquoi ils retardent ces décisions. Mais selon nos informations, les Américains leur expliquent, lors de contacts fermés, comment modifier ces lois afin de tout prendre et de tout voler. Nous verrons bien. Le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, a commenté ce sujet aujourd'hui et a déclaré que si une telle confiscation avait physiquement lieu, nous aurions également quelque chose à confisquer en réponse. Sur cette réunion du G7, puisque un accord a été trouvé pour mettre au point un financement spécial pour Kiev. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est l'un, si ce n'est le sujet central de ce G7. Les dirigeants vont mettre au point un prêt de 50 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui est nouveau ? C'est que pour contracter ce prêt, les actifs russes gelés vont être utilisés comme garantie. On le sait, la Russie ne peut pas y toucher. Alors, pendant que ces actifs dorment dans des caisses, les obligations génèrent des intérêts, les actions génèrent des dividendes. Le G7 va donc utiliser ces revenus pour financer un prêt pour l'Ukraine. On écoute Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Elle vient de s'exprimer. Tous les pays du G7 vont contribuer à ce prêt, comme ils contribuent déjà en partie au prêt européen accordé à l'Ukraine. Ce sont les bénéfices tirés des actifs russes immobilisés en Europe qui serviront à le financer. Et les ministres des Finances sont en train d'examiner les détails. Alors Laura, de quelle somme parle-t-on ? Alors l'Union européenne et les pays du G7 ont immobilisé 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie. À cela s'ajoutent des actifs privés des personnes liées au Kremlin, des oligarques notamment. Au total, selon un institut de réflexion ukrainien, presque 370 milliards d'euros sont immobilisés. Alors dans ce contexte, l'Union européenne a un rôle essentiel puisqu'une partie très importante du pactole est immobilisée en Belgique. 190 milliards d'euros sont actuellement stockés chez un organisme de fonds privés qui s'appelle Euroclear. L'organisme a stocké sur un compte séparé les revenus qui sont issus de ces actifs et ça fait environ 3 milliards d'euros récoltés en 2023. Ursula von der Leyen parle de ces revenus et ce sont sur ces revenus que le prêt de 50 milliards de dollars va être fait. Alors quel est le plan du G7 ? Récupérer les milliards d'euros de revenus de ces actifs chaque année, se servir des fonds récupérés comme une caution pour décaisser tout de suite 50 milliards de dollars, une somme qui servirait à financer l'armement de l'Ukraine et à plus long terme la reconstruction du pays. Le problème, c'est que c'est très compliqué juridiquement. Par exemple, quel pays va prendre le risque ? Quel pays va se tenir garant de ce prêt ? La question se posera, par exemple, si les actifs sont dégelés, si la Russie quitte l'Ukraine. Les politiciens, les dirigeants ont trouvé un terrain d'entente et c'est désormais aux techniciens de trouver un cadre, un calendrier pour finaliser tous ces détails. Merci Laura Cambo. L'allocation de 160 millions d'euros par l'Union européenne à l'Ukraine, dont 100 millions provenant des actifs russes gelés, soulève plusieurs questions cruciales. Bien que cette aide vise à renforcer le système énergétique ukrainien en mettant l'accent sur la résilience et les énergies renouvelables, il est essentiel de s'interroger sur les implications à long terme de cette décision. Cette approche risque-t-elle d'escalader les tensions avec la Russie, qui pourrait percevoir cela comme une mesure agressive? De plus, l'UE ne devrait-elle pas explorer des solutions diplomatiques plutôt que de continuer à intensifier le soutien militaire et financier? Enfin, dans quelle mesure cet investissement est-il réellement bénéfique pour les citoyens ukrainiens qui souffrent déjà des conséquences du conflit?
Quelles alternatives auraient pu être envisagées pour soutenir l'Ukraine sans aggraver la situation? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci et à très bientôt.